Alors bonsoir à tous et bienvenue dans cette troisième conférence d'une série intitulée sur les ruines du mondialisme, les axes de la reconquête identitaire. Dans la première partie, nous avons vu que la force motrice de la modernité, c'est le déracinement. C'est la dynamique la plus agissante qui, du même coup, nous prive de nos libertés puisqu'une personne sans racine, sans identité, est une personne incapable de la moindre action dans la cité. Il n'y a plus que des individus disséminés à la surface de la Terre en face d'États plus ou moins tyrannique, de bureaucratie tatillonne qui gouverne nos vies à nos places, en collaboration avec le marché, l'empire du marché. Dans la seconde partie, nous avons une écologique et économique précise, que c'est la maladie de la mondialisation et plus encore la maladie de la croissance, la maladie du désir d'argent de toujours plus. Et qu'il ne faut rien attendre d'une relocalisation à court terme, mais plutôt d'une accélération vers la robotisation, vers la déshumanisation de l'économie. Et nous verrons maintenant en quoi le localisme peut être une solution à ce problème et toutes les questions qu'il soulève. Alors, avant de parler du localisme, on ne peut quand même pas évacuer un constat, c'est que le débat public en France et en Europe occidentale, globalement depuis 2 siècles, il y a deux camps. Pour faire très court, et je parle des camps les plus importants, je ne parle pas de ceux qui ont raison. Il y a le libéralisme et il y a l'étatisme. L'étatisme sous toutes ses formes, vous pouvez l'appeler socialisme si vous voulez, même s'il y a des traditions socialistes qui ne sont pas étatistes, comme l'anarchisme. On peut donc dire le capitalisme libéral ou l'individualisme, et puis le collectivisme, l'étatisme de l'autre côté. Et puis il y a le nationalisme quand même depuis la fin du 19e siècle, qui va culminer au XXe siècle, avec toutes sortes, sous différentes déclinaisons, le fascisme, le corporatisme, etc. Et puis avant quand même le nationalisme à la fin du XIXe siècle, il y a le catholicisme social, ce que Chesterton, enfin, c'est peut-être pas lui qui va l'appeler ainsi, mais ce que Chesterton va développer et qui sera appelé distributisme. En gros, c'est une troisième voie entre individualisme et collectivisme. Alors, finalement, je crois que étatisme et libéralisme sont les deux faces d'une même médaille. Et c'est une introduction au sujet d'aujourd'hui, le localisme, vous allez comprendre. Alors, d'abord, le constat est simple. Je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que la France est souffrante, et l'Europe occidentale, non, mais beaucoup plus la France, bien sûr, elle est souffrante de deux mots. Elle souffre de deux mots. Un, la bureaucratie, qui décourage la prise d'initiative, qui infantilise les citoyens, et puis d'autre part le libéralisme qui détruit nos frontières et qui sape notre économie en suscitant, en laissant une concurrence déloyale issue du tiers-monde se déverser sur notre pays au mépris des travailleurs. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il n'y a pas que l'État-providence à la française, que la social-démocratie gauloise, qui décourage la prise d'initiative. Le libéralisme lui-même décourage la prise d'initiative. Parce qu'il permet, au nom de la sacro-sainte liberté d'entreprendre, une accumulation de richesses impressionnante entre les mains de quelques personnes qui, de fait, acquièrent une position de monopole sur le marché. Évidemment, on cite souvent l'exemple de Microsoft, on peut citer l'exemple de Carrefour, on peut citer l'exemple d'IKEA dans le monde de l'ameublement. Et cette richesse donc permet de construire un monopole qui écarte les petits du marché, évidemment. C'est pour cela qu'il est facile, à mon avis, de critiquer la lourdeur du droit social français, et notamment toutes les mesures de protection des travailleurs en cas de licenciement. Je crois que ce qui tue vraiment le petit commerce, ce n'est pas le fait qu'il soit difficile de renvoyer quelqu'un qui est en CDI. En réalité, c'est plutôt les paperasseries administratives, la lourdeur de toutes les relations que nous sommes obligés d'avoir avec la bureaucratie quand il faut, avec l'administration quand il faut ouvrir une entreprise. Évidemment, la concurrence mondiale. C'est la mondialisation, la bureaucratie et le racket fiscal qui tue le petit commerce, plus que la protection du travailleur qui, elle, normalement, ne gêne pas l'employeur si celui-ci est satisfait du travail de ce dernier. Même si je peux comprendre que ça représente un obstacle parfois à un raisonnement un peu libre de l'entrepreneur sur l'avenir de son entreprise. Donc, le libéralisme peut aussi bien décourager la prise d'initiative, puisqu'il profite uniquement aux gros, que l'étatisme. Et il faut quand même admettre dès le départ, parce que c'est facile de critiquer le libéralisme aujourd'hui, ça l'est de plus en plus, mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même un autre ennemi qui est l'État.
L'État français, il est centralisateur, il vampirise les provinces, les communes, il attire à lui les forces vives des quatre coins du territoire, il dépouille véritablement la France de ses forces vives, et au nom de la République une et indivisible, il a brisé les communautés, et par ailleurs, l'opacité kafkaïenne de son fonctionnement administratif ulcère les Français, sans compter toutes les tracasseries que j'évoquais tout à l'heure, la chasse aux fumeurs, les persécutions policières sous prétexte de sécurité routière, la réglementation, par exemple, de la vente de particulier à particulier, ça c'est un exemple récent, le flicage d'Internet, et toutes sortes de difficultés qui nous sont faites sont proprement insupportables. Et quand l'État nous empoisonne la vie avec des réglementations tatillonnes et que, je prends l'exemple corse, vous allez comprendre, il ne protège pas ces territoires de la spéculation foncière. Il ne permet pas à ses habitants de vivre et de travailler au pays, comme c'est l'envie de nombreux Corses. Alors, très souvent, lorsque l'État est fort et même dur et injuste avec nous et faible en face des puissances d'argent, faible avec les forts, eh bien, les faibles, les David, en face des différents Goliaths qui s'opposent à eux, ou les Ulysses, si vous préférez, en face de tous les cyclopes polyphèmes, que ce soit le pouvoir de l'argent privé, le pouvoir de l'argent public, sont obligés de se révolter avec les moyens qui sont les leurs. Ça, c'est très important parce que je crois que la Corse est un cas d'école de la collusion entre étatisme et libéralisme. Une fois que la répression policière passe en Corse, le développement capitaliste peut prospérer sans problème. On bétonne, le BTP est content, l'immobilier grimpe, on construit et les Corses sont obligés de quitter leur île ou d'y vivre d'une manière toute différente. Donc, on voit bien que l'État et le marché ne sont pas véritablement ennemis. Et je vais vous en donner d'autres exemples et on viendra comme ça au localisme. Prenons par exemple la façon de gérer les conflits sous l'Ancien Régime. Je l'ai esquissé dans ma première vidéo. À chaque fois, l'État se fait respecter, sanctionne les coupables, mais il écoute les revendications et très souvent, il rétablit des libertés fiscales qu'il voulait éteindre. Pourquoi? Parce que sous l'Ancien Régime, globalement, mais c'est surtout, le constat s'applique surtout au Moyen Âge, les vitrines, ou plutôt les vitres du château de l'officier royal sont à portée de jets de pierre de paysans en colère, sont à portée de torches d'artisans excédés. Et par conséquent, le contact est direct entre le pouvoir et le peuple. Il n'y a pas encore, comme aujourd'hui, un progrès technique qui rend impossible la confrontation. Aujourd'hui, la confrontation, elle est impossible à part d'avoir des moyens militaires, à part avoir des armes et rentrer dans une logique de guerre, de lutte armée. Et le progrès technique ainsi a véritablement construit l'hégémonie de l'État. C'est inévitable et c'est la seule fois dans l'histoire de la France, je crois, qu'il y a un tel gouffre entre l'État et nous. Et que nous avons donc l'impossibilité physique de nous révolter si on prétend continuer à organiser uniquement des manifestations, quitte à jeter quelques pierres. Voilà, ça ne changera rien. Donc, cette distance, évidemment, elle touche à la question du localisme. Quelque chose qui est petit, qui est local, qui est à portée de main, et quelque chose qu'il est plus facile de toucher, de manipuler. C'est quelque chose avec lequel on peut discuter. Prenons le cas de l'agriculture aussi. Vous le savez, il y a eu des mesures liberticides qui interdisent aux paysans de vendre leurs semences. Alors, ils peuvent vendre des produits issus de leurs semences. Il y a certains supermarchés en Bretagne qui encouragent même ces paysans, donc des semences anciennes, des variétés qui ont disparu, ou presque, justement, et qui s'adaptent à des aléas climatiques, donc qui permettent de lutter contre la sécheresse, contrairement aux variétés standardisées, acquises par ou développées en laboratoire par Bayer Monsanto, qui vendent aussi des pesticides, ils sont des deux côtés de la chaîne. Bientôt, ils vendront peut-être des vaccins, et puis la boucle sera bouclée. Et pour inscrire ces semences au catalogue officiel, qu'ils soient français ou au niveau de l'Union européenne, il faut débourser des sommes que seules les puissances d'argent au niveau mondial peuvent débourser. Et donc on voit bien là que ce monopole industriel sur les semences aussi offre une manne financière à l'État, puisque ces richesses acquises par l'industrie agroalimentaire peuvent être taxées par l'État, et les petits paysans, eux, disparaissent, ils sont transformés en fonctionnaires, ils sont par le biais de la PAC, la politique agricole commune, par les subventions de l'Union européenne, et ils ne sont que des exportateurs de matières premières agricoles. Et par conséquent, l'économie de marché s'accommode très bien de cette obligation de faire enregistrer ces semences au catalogue officiel. Il n'y a aucun problème. Dès qu'on a l'argent, dès qu'on a la puissance, la taille critique nécessaire,
on peut dépasser toutes les réglementations et même en profiter puisqu'on sera finalement les seuls opérateurs sur le marché une fois que tous les petits qui ne peuvent pas résister, qui n'ont pas les moyens de se payer une armée d'avocats fiscalistes et réglementaires auront disparu. Et ça, c'est une logique qui a commencé bien avant la mondialisation. Je vous cite le ministre libéral de Louis XVI, Anne Robert Jacques Turgot, qui avait essayé d'interdire la culture de la châtaigne. Et il dit que ça rend les paysans, je cite, naturellement feignants et indociles, parce qu'avec la châtaigne, on peut tout faire. Ça, c'est très important. Avec la châtaigne, avec les feuilles, on peut nourrir les chèvres, les moutons. Avec les fruits, on fait des purées, des bouillies qui tiennent au corps. Et avec le bois, qui est imputrescible, donc qui résiste aux vermines, on peut créer des meubles, des ruches, et on peut passer des périodes de disette, de famine importantes. Et ça, c'est pas rentable. C'est pas rentable. C'est un mode d'économie archaïque. Ça ne permet pas de développer la culture du blé ou des céréales qui, elles, produisent des richesses, et donc des richesses taxables, qui sont donc bonnes pour l'État. C'est pour ça que l'État, progressivement, ce qu'on appelle le mercantilisme à partir de Colbert, a voulu tuer toutes ces petites cultures populaires, autonomes, qui font vivre les gens, mais qui ne font pas beaucoup de profit, pour les unir en un seul marché national français. Alors, c'est un marché qui est dirigé par l'État, on n'est pas dans un système libéral, mais le principe, c'est que la quantité d'argent maximum dans l'État, ça veut dire le maximum de santé économique et le maximum de bonheur pour les Français. Avec une telle logique, le libéralisme ne pouvait que sortir gagnant au moment de la Révolution française et un peu après, parce que selon ces critères-là, il est le meilleur à même de dégager des richesses suffisantes. Donc l'État va encourager ce marché naissant et petit à petit, donc on va développer une politique de capitalisme d'État qui va ensuite s'émanciper et le libéralisme va donc se développer librement. Par conséquent, je crois que, et puis il y aurait 1000 exemples à vous donner, je crois que étatisme et libéralisme ne sont pas ennemis. Une fois que le libéralisme s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas épuiser sans fin les travailleurs au XIXe siècle, il a bien fallu que l'État-providence naisse pour assurer un minimum de réconfort à ses ouvriers, protection sociale et autres, afin de pouvoir les remettre au boulot. L'État-providence, c'est la rançon du libéralisme. C'est absolument inévitable. Sinon, le capitalisme ne tient pas. Il est renversé par l'émeute socialiste. Et le libéralisme, de toute manière, avec l'augmentation des salaires, permet aux travailleurs, ce qui arrivait au début du XXe siècle, de s'acheter les produits qu'il a lui-même fabriqués. C'est une escroquerie totale, mais c'est comme ça que ça s'est passé, que ça s'est surtout développé évidemment après la Seconde Guerre mondiale avec la société de consommation, dans une société sans transcendance. Donc je reviens sur la conclusion de ma deuxième partie. Quand on considère que le monde n'est que matière, n'est pas esprit, eh bien, on se contente de ces hochets qu'on nous donne comme à des enfants et qui font taire la colère sociale. Donc les deux marchent ensemble. C'est pour ça que la troisième voie est pour moi le localisme et n'est absolument pas à chercher dans l'une de ces deux configurations, économie dirigée par l'État, économie dirigée par le privé. L'économie, elle est toujours orientée par l'État, dans la mesure, et c'est nécessaire, dans la mesure où oikos, qui a donné le mot économie en grec, c'est la maison. L'économie, elle a pour but de nourrir la maison. On n'est déjà donc plus dans un système économique digne de ce nom aujourd'hui. On ne nourrit pas la maison, on nourrit le monde entier, on fait du profit, on exporte, mais on ne se nourrit pas nous-mêmes. Et cependant, la question de la taille, elle est fondamentale. Et pour comprendre cela, eh bien, il faut comprendre que l'ennemi, c'est le gigantisme sous toutes ses formes, que ce soit la multinationale ou que ce soit Steve Jobs ou Kim Jong-il, que ce soit la multinationale ou le pouvoir étatique total, ou plus prosaïquement la bureaucratie française, et puis Marc-Édouard Leclerc de l'autre côté, c'est exactement le même ennemi. C'est-à-dire quelqu'un qui a atteint une taille critique telle qu'on n'a plus aucun contrôle sur lui. Et que lui peut frauder, mais nous, c'est impossible à la taille où nous sommes. Alors, quelques exemples. La France est qualifiée parfois de pays communiste par Guillaume Fay, paix à son âme, le journaliste Éric Brunet et l'industriel Pierre Gattaz, donc un identitaire et deux libéraux. Alors que c'est quand même le pays européen où la concentration de grandes surfaces au mètre carré est la plus importante. Donc, je trouve que pour un pays socialiste, en termes de pénétration capitaliste, on est bien. Et cela, on peut le voir de différentes manières. Donc la France est un pays totalement pénétré par le libéralisme et c'est le cas aujourd'hui de beaucoup de pays dans le monde. Je vais vous citer quelques exemples. Le Mexique, par exemple, il va chercher 52% de son alimentation sur les marchés étrangers. Il importe du maïs américain alors que c'est connu, les Aztèques et les Mayas sont les fils du maïs. C'est la nation du maïs. Haïti,
Les Philippines sont des pays dont la riziculture était florissante, des pays autonomes en riz, et maintenant eux aussi se mettent sur le marché international pour satisfaire leurs besoins. Pourquoi? Bien parce qu'à un moment donné, ils ont eu besoin de prêts, ils sont allés voir le FMI, toc toc, et celui-ci leur a dit ok, mais vous mettez en place ce qu'on appelle une politique d'ajustement structurel, c'est-à-dire de conversion aux normes libérales de la finance et de l'économie. Vous privatisez ceci, vous dégraissez cela, et, euh, et en échange, vous perdez totalement votre autonomie, mais vous pouvez nourrir votre peuple. Et en fait, ces pays-là, généralement, nourrissaient déjà leur peuple, mais ils en voulaient plus. Et ils ont payé le prix fort en passant à la caisse du supermarché global. Et ne croyons pas que la France soit préservée, hein. Près d'un fruit ou d'un légume sur deux consommé en France est importé. 25% de la viande de porc et 34% de la volaille, c'est importé. C'est environ 20% de l'alimentation des Français. Selon Raymond Girardi, qui est le vice-président du mouvement de défense des exploitants familiaux, il y a 30 ans, on était autosuffisant. Et aujourd'hui, on importe 40% de nos fruits et légumes. Donc ça, c'est quand même fondamental. Depuis en 2018, c'était depuis la Seconde Guerre mondiale, la première fois que la France achetait plus de nourriture aux pays européens qu'elle lui en vendait. Et elle a augmenté ses importations alimentaires de 25% depuis 2011, et même pour des matières qu'on produit en masse chez nous, comme les céréales, les produits laitiers, la viande, bon, le sucre un peu moins, etc. Et puis évidemment, on est dépendant du pétrole pour faire tourner les machines agricoles aussi, donc dépendant de l'Arabie Saoudite, mais aussi du Kazakhstan, du Nigeria. Et puis pour les produits manufacturés, je ne vous en parle même pas. Tout le monde sait que les vêtements que l'on porte, les meubles, j'ai parlé d'IKEA tout à l'heure, ne sont pas fabriqués en France ou très peu. Et quand ils sont fabriqués en France, ils ne le sont pas forcément, un, avec des travailleurs français, deux, avec des produits français. Donc le Made in France, il faut aussi voir ce qu'il y a derrière. Donc, et en plus, ces produits-là, au niveau alimentaire, sont intoxiques. Enfin, on est en sous-nutrition en France parce qu'on est très mal nourri. Tout le monde sait que, enfin, les études scientifiques sont là, on n'en parle pas assez à la télé, mais les études scientifiques sont là, que les pesticides provoquent une perte, une dégradation des nutriments. On n'est pas assez nourri au sens qualitatif. Donc on mange plus, c'est aussi donc la raison de la croissance de l'obésité en France. On sait que les produits, que les vêtements que l'on utilise, les meubles, etc., et on en change régulièrement parce qu'ils sont de mauvaise qualité. Ça veut dire que le système industriel mondialisé, il n'est même pas efficace pour nous fournir des biens, des biens de bonne qualité. En fait, on n'est pas comme des nobles romains au temps de l'Empire florissant, sous Trajan par exemple, avant sa mort en 117, à pouvoir goûter des agrumes d'un goût pur venus de Carthage qu'on avait soumise 3 siècles avant. Non, on est plutôt comme des espèces de vaches avec un trou dans le ventre, vous savez, directement qui donne sur l'estomac et qu'on fourre de tourteaux de soja transgéniques. On n'a même pas les avantages d'un empire. On est dépendant du monde entier, mais on n'a même pas les avantages d'un empire conquis à la force du poignet et du glaive. Donc notre sort est quand même particulièrement dramatique. Pas d'indépendance et qualité de vie finalement médiocre, de plus en plus. Euh, en apparence luxueuse, mais médiocre. Donc le gigantisme, en somme, c'est la disparition des petits commerces au profit des centres commerciaux et d'Internet, la généralisation du salariat, de l'auto-entrepreneuriat précaire, de l'ubérisation, bien sûr, l'éradication de la petite propriété. Hein, nous défendons la petite propriété. On ne défend pas le grand capital qui tue la petite propriété. Je vous renvoie à la phrase de Chesterton. Une société capitaliste, le problème qu'elle pose, c'est qu'en son sein, il n'y a pas assez de capitalistes. Au sens où l'entend Chesterton, il n'y a pas assez de propriétaires. Et donc, c'est une immense perte d'autonomie pour les individus et les communautés. Par conséquent, le libéralisme n'a même pas rempli ses promesses. Vous savez, le mythe du self-made man, l'homme qui se fait tout seul. On ne se fait pas tout seul. On est dépendant du monde entier pour tous nos approvisionnements. Donc, c'était totalement l'inverse de l'autonomie que nous avons gagné avec le libéralisme, alors que le mythe de base du libéralisme, c'est voilà, le pionnier américain descendu, plutôt le pionnier anglo-saxon, descendu du Mayflower au XVIIe siècle, qui arrive sur une terre vierge. Bon, il tue 3 Indiens quand même, et puis qui se fait tout seul. Non, on ne se fait pas tout seul. On dépend du monde entier. Et ce qui est très important, c'est le constat fait par Léopold de Cor, auteur de L'effondrement des puissances, qui dit chaque fois que quelque chose va mal, quelque chose est trop gros. Chaque fois que quelque chose va mal, quelque chose est trop gros. Et c'est un économiste, un politologue autrichien, il est mort en 1994. Il est l'inventeur du slogan Small is beautiful. Et son constat se vérifie aujourd'hui, en fait. Par exemple, depuis un certain nombre même de siècles, on voit que
La puissance, c'est aussi la fragilité. C'est la circulation mondiale des crédits pourris, de banque en banque, qui a créé la crise des subprimes. C'est le caractère industriel de la production de farine animale et l'existence d'un marché international de la viande qui donna une telle ampleur à la crise de la vache folle dans les années 90. C'est le poids de la bourse et de la puissance américaine dans l'économie mondiale qui a créé l'onde de choc du crash en 1929, le jeudi noir. C'est la multiplication des fusions, acquisitions et des firmes transnationales qui a permis l'essor universel, j'allais dire, du trafic de drogue et donc des possibilités illimitées de blanchiment d'argent. C'est la montée parallèle du trafic de drogue et de la criminalité et puis de l'autre côté de la mondialisation. Ça, c'est une analyse que les gauchistes font bien et qui est très intéressante. C'est la création d'infrastructures de transport absolument titanesques qui rend possible les délocalisations. C'est leur caractère international et leur puissance financière qui permet à des grandes entreprises comme Starbucks, McDonald's, etc., de ne pas payer d'impôts ou très peu, de frauder malgré des bénéfices records et de commettre des délits graves, comme l'embauche d'immigrés clandestins par exemple, sans être inquiétés véritablement par la justice. Et puis pour aller encore plus loin dans l'histoire, c'est aussi la taille démesurée de l'Empire romain qui l'empêcha de se défendre contre ses envahisseurs. La puissance et fragilité, c'est le constat de base du localisme. Et en même temps, elle est nécessaire. C'est un dilemme, c'est évident. Par exemple, Rome s'est agrandi en se défendant. Mais il y a un seuil critique. Ça, c'est un critère à déterminer selon les situations. Et puis, je vous renvoie aussi à cette affaire, vous l'avez peut-être pas suivi, j'ai découvert ça récemment, les scandales Cum, C-U-M, et Cum-Ex. En fait, c'est des montages financiers qui permettent de payer très peu d'impôts, d'échapper grâce aux failles de la législation à l'impôt. BNP Paribas, la Société Générale ou le Crédit Agricole, entre 2001 et 2017, ont ainsi détourné 55 milliards d'impôts. Et en Allemagne, nous apprend le journal Le Monde, l'industrie des fiscalistes et des banques a largement influencé les différentes lois qui ont rendu possible la fraude du cum-ex. Et je vous renvoie à cette phrase de Michael Moore dans un documentaire où il dit, où il cite un trader qui dit de toute manière, on utilise des algorithmes et des méthodes de travail de manière générale tellement complexes que si un ministre parvient à les comprendre, il se fait automatiquement embaucher à Wall Street. Voilà, c'est ça la réalité de notre monde. Trop gros, trop complexe, et donc les puissances d'argent sont, étant trop grosses et trop complexes, inatteignables. L'État ne peut rien. Alors en face de ça, je crois que le vrai clivage politique, c'est localisme contre gigantisme. On aura beau mettre un système parfait, appelez-le si ça vous chante, si c'est plutôt votre sensibilité fasciste, solidariste, corporatiste, je sais pas moi, démocrate chrétien, bon, c'est pas la même sauce, hein, ce que vous voulez. Tant qu'il est trop gros, il échappera pas à la mode du bavardage parlementaire, aux guerres de chapelle et au fait que tout simplement une machine, aussi bien huilée soit-elle, quand elle est trop grosse, elle s'effondre tôt ou tard. Et ça a été le discours de Jordan Bardella et surtout de M. Juvin au Rassemblement national pendant les élections européennes. Je me félicite de voir que les thèses de Juvin progressent ainsi, parce que c'est vraiment le combat qu'il faut mener. Je vous cite Bardella, le réel clivage aujourd'hui, c'est celui d'un choix de société qui oppose les localistes et les globalistes. Les premiers sont attachés à l'idée de limite. Les autres considèrent qu'il faut se diriger vers la création de grands blocs régionaux où les nations n'existent plus, où les peuples n'existent pas, et où l'individu n'est qu'un consommateur qui n'est propriétaire de rien. Vous voyez que le combat contre le libéralisme, c'est un combat pour la propriété privée, il ne faut pas se tromper, hein, mais la bonne propriété, enracinée. Alors, du coup, qu'est-ce que serait finalement ce localisme? Il y a plusieurs choses à faire, hein, je vais essayer de les citer brièvement. C'est la démondialisation. D'abord, disait Chesterton, avant de préparer un super remède, il faut arrêter le poison. Et donc, il faut démondialiser. Il faut démondialiser, il faut viser l'autosuffisance locale en réunissant l'embauche, la production et la consommation sur un même territoire. Vivre, consommer, travailler au pays, notamment par la détaxation de proximité. Et ainsi favoriser les entreprises par des crédits d'impôt et autres qui embauchent les gars du pays et qui produisent et vendent ici. Le localisme ainsi favorise l'équilibre, la stabilité, l'autonomie, la sûreté de l'approvisionnement plutôt que la croissance. On n'est pas dans une dynamique exponentielle comme dans le capitalisme pur, enfin comme dans le capitalisme tout court d'ailleurs. Le localisme implique la suppression d'un certain nombre d'intermédiaires. C'est donc une révolution qui va créer du chômage. Ça ne va pas être une transition douce. Traders alimentaires, transport international, grandes surfaces et autres parasites vont pointer à Pôle emploi. Et donc, il faut rapprocher le producteur du consommateur en ce sens-là.
L'idéal, selon les localistes avisés, est de pouvoir se nourrir grâce à des aliments produits dans un rayon de 100 à 250 km² autour du logement. Ce qui est déjà, je trouve, assez large, assez raisonnable comme ambition. Mais le localisme, c'est pas juste un ajustement des politiques économiques. Parce que ce qu'il faut être clair, c'est que c'est une réflexion globale sur quels sont nos besoins, qu'est-ce qu'on peut sacrifier pour être autonome, pour se permettre d'être localiste, en fait. Parce que le premier danger de la relocalisation, c'est de croire que c'est une mondialisation à l'échelle réduite. On va relocaliser tout ce qui a été délocalisé et continuer à vivre comme des consommateurs jouisseurs et abrutis, mais en prenant le pétrole, le gaz, les métaux rares, mais sur notre sol. Alors déjà, ça rendrait notre pays absolument invivable et il faudrait organiser une déforestation massive qui serait un éco-génocide et qui nous tuerait donc nous-mêmes à petit feu. Et puis en plus, c'est même pas possible parce qu'on n'a pas les ressources pour ça. Donc le localisme implique nécessairement décroissance. Attention, décroissance, c'est pas le retour à l'archaïsme, à la bougie ou à ce que vous voulez, bien que ça me déplairait pas forcément à la limite, même si je sais pas si je serais capable vraiment de vivre dans ce contexte, en toute honnêteté, mais c'est tout simplement faire un tri critique, un tri. C'est-à-dire que l'État est souverain. Il dit voilà, de quoi avons-nous besoin, quelles sont les activités vraiment utiles au bien commun de mon peuple. Parce que le taux de croissance, il mesure une augmentation. Il mesure un pourcentage d'augmentation. Par exemple, parfois on vous dit, il n'y a pas de croissance, ça ne veut pas dire qu'on produit moins. S'il y a 0% de croissance, ça veut juste dire qu'on n'a pas augmenté. Mais on a produit la même chose que l'année d'avant. Alors que s'il y a 1%, ça veut dire qu'on a produit en 2018, je dis n'importe quoi, la même chose qu'en 2017, plus 1% de 2017. La croissance, c'est pas juste produire. C'est en soi, le taux de croissance, ça mesure une augmentation, ça ne mesure pas qu'une production. Ça, c'est important pour montrer que c'est quelque chose qui ne peut pas être un bon indice pour la santé économique d'un pays. Donc, le localisme, ce n'est pas relocaliser la fabrication de sextoys et toutes les industries les plus polluantes et inutiles du monde. Hein, c'est une autre façon aussi de voir l'activité. Et puis après, c'est le principe de réalité qui s'applique. Hein. En matière de défense, de protection des frontières, de recherche technologique ou énergétique, la relocalisation, elle se fait évidemment pas à l'échelle communale. Elle se fait au niveau continental et national. Par contre, en matière de commerce, d'agriculture ou de services, elle peut se faire là, cette relocalisation au niveau régional ou communal. Le localisme, ce n'est pas un cadre idéologique étroit où il faudrait insérer le réel au forceps, comme toutes les idéologies le font depuis 2 siècles. C'est adapter l'action politique à la réelle mesure de chaque enjeu. Ça demande donc un État parfaitement souverain et qui n'est pas perturbé par les élections. Donc ça c'est pas compatible, je crois, avec le suffrage universel, et parce que l'État a besoin de voir loin pour élaborer des projections. Le localisme, en fait, il est fondé sur le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que toute action qui peut être entreprise à ses frais par une autorité sociale ou un agent économique ne doit pas être transférée à un niveau supérieur. Tout ce que vous pouvez faire, vous devez le faire. Et le niveau supérieur, il ne doit intervenir que pour subvenir à l'échelon inférieur quand celui-ci est vraiment manifestement incapable ou en cas de remplir sa mission ou en cas de grave défaillance pour un fait extraordinaire et incontrôlable. Ainsi, l'auteur Walden Bello propose de faire du principe de subsidiarité un principe sacré de la vie économique en encourageant la production de biens au niveau local et national à un coût raisonnable si possible afin de préserver la communauté. En fait, l'objectif du localisme, c'est préserver la communauté. Donc vous voyez que c'est un objectif déjà qui est différent de l'objectif du capitalisme libéral qui est de produire plus de richesses aveuglément. On est dans un autre monde. On n'est pas juste dans un changement de taille du capitalisme. C'est crucial. Je ne peux pas développer plus parce que la conférence se doit d'être courte et je vois que l'heure avance, mais on pourra en rediscuter dans les questions. Évidemment, cette révolution localiste, elle passe par un bras de fer avec l'Union européenne. Parce que l'Union européenne interdit les politiques de relocalisation. Je vous renvoie au traité, bon, évidemment fondateur de 1957, mais qui a été remanié en 2007 et qui maintient ces dispositions, même qui les approfondit. Hein. C'est les directives 2014-17 CE et 2004-18 CE. Pardon, c'est peut-être un peu, voilà, mais il faut bien citer ces sources, qui interdisent de choisir le prestataire le plus proche du lieu d'exécution du marché. Voilà, directive 2004-17 CE et 2004-18 CE. C'est écrit dans le marbre. Donc, à un moment donné, je crois qu'on va à l'affrontement. Ça ne veut pas dire que la sortie de l'Union européenne est le point de base pour engager une politique localiste, mais en tout cas, moi, je crois qu'on y viendra dans tous les cas, inévitablement. Après, est-ce que c'est vraiment important de mettre ce point-là comme condition de tous les autres, notamment quand on parle aux Français? Là, je pense pas, non. Parce qu'au contraire, les partis purement souverainistes et qui se sont vraiment limités à ce discours 100% anti-européen, confondant parfois l'Europe et l'Union européenne, eh bien, aux dernières élections européennes, ils se sont effondrés. Donc, c'est pas non plus un bon calcul en termes de communication, il faut être intelligent.
Et puis par ailleurs, je crois que l'Union européenne est un château de cartes qui s'effondrera de lui-même si des nations comme la France engagent cette politique relocaliste et décident donc de rompre avec la logique de l'Union européenne. L'Union européenne sortira de la France avant que la France sorte de l'Union européenne. Quelques mesures phares de la relocalisation. Je vous renvoie à Arnaud Gouillon, candidat identitaire en 2012, qui propose, je cite, une fiscalité favorable aux producteurs et aux créateurs, parce qu'il faut récupérer l'idéal de créativité intellectuelle qui a été volé par les libéraux pour défendre les entrepreneurs. Non, c'est pas vrai. La créativité, c'est la vertu de l'homme enraciné, de l'homme qui a une histoire. Donc pas de l'homo consuméris de la société libérale. Il faut substituer une part de la TVA, selon Arnaud Gouillon, par une taxe sur le chiffre d'affaires. Bon, considération technique, mais je vous les cite. Une fiscalité juste qui cesse de faire reposer sur les seuls travailleurs l'essentiel des charges, des taxes et des impôts. Il faut appréhender et taxer les flux financiers. Il faut une traçabilité complète, y compris pour le type d'abattage de la viande, une vaste politique de labels locaux, mais aussi fiscaux. Par exemple, je paie mes impôts en France. Labels écologiques, labels sociaux aussi. Arnaud Gouillon plaide pour il plaidait, c'est en 2012, pour une revitalisation rurale, une restauration des services publics, respect des traditions locales, réglementation autonome et régionale en matière de chasse et de pêche. Bref, chacun peut se nourrir soi-même et agir soi-même à son niveau, s'il en est capable. En 2010, les identitaires qui ont été quand même assez actifs là-dessus ont proposé d'autres mesures, qui vont toujours dans le même sens et que je pourrais vous citer plus tard. On ne va pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est aussi que le localisme soit cohérent. Par exemple, une entreprise auvergnate d'aide à la personne paierait plus de charges sociales si elle embauche un Lyonnais au lieu d'un Clermontois, un Suisse à la place d'un Français et un Turc plutôt qu'un Européen. Quant à la vente, une montre entièrement fabriquée en Suisse par des Suisses, elle sera vendue moins cher en France que la même montre à quartz japonais dont le cadran est fabriqué en Chine. Vous voyez que le localisme, c'est pas juste au niveau national. Par exemple, il n'est pas normal qu'au Provençal, je paye des fruits et des légumes moins chers parce qu'ils viennent du Pas-de-Calais, parce que c'est la France, alors qu'en Italie, on trouve des agrumes qui sont plus proches de chez moi. Parce que là, c'est juste une question de bon sens, parce qu'il y a une question de coût de transport et une question évidemment de pollution. Cette détaxation de proximité, elle va donc de pair avec la préférence locale, nationale, européenne, à l'emploi, au logement, aux aides sociales. Elle est déjà appliquée en Nouvelle-Calédonie. Et donc un peu de cohérence pour les gouvernements français, un peu de cohérence, appliquons-la, généralisons-la. Et puis elle est revendiquée évidemment par les nationalistes de Corse, c'est l'une de leurs grandes revendications. Le localisme, ainsi, c'est un approfondissement du protectionnisme. Voilà, c'est pas normal que je paye moins cher des oranges de Mayotte plutôt que des oranges de Toscane. C'est pas acceptable, ou de Sicile plutôt. Donc, dans le localisme, en conclusion, je m'excuse si je suis allé un peu vite, j'ai pas beaucoup l'habitude de conférences assez courtes comme ça, il faut dire beaucoup de choses, donc j'essaie de les dire vite, mais de manière explicite quand même. Dans le localisme, en conclusion, tout est lié. 1, le souci écologique de préserver nos terroirs et la santé publique. Là-dessus, on met tous les Français d'accord. 2, le respect et la valorisation de l'identité culturelle. On met globalement tout le monde d'accord, sauf les antifas, en fait. Défense du travail honnête et des savoir-faire, protection et information du consommateur, valorisation de la créativité, c'est vachement important, du petit entrepreneur, alors on se met dans la poche tous les électeurs de droite, sécurité alimentaire exigeante, souveraineté économique donc politique, et puis garantie bien sûr d'un avenir pour nos enfants. En fait, le localisme est à mon avis le point de jonction d'à peu près toutes les colères aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire que 1 plus 1 fait forcément 2, l'union de tout le monde, de toutes les tares n'est pas forcément une bonne chose et l'union de toutes les droites ne fait pas forcément une droite plus forte. Mais l'union du bon sens, elle, est urgente. Et c'est ça le localisme aussi. C'est fondamental. Donc, voilà, j'aimerais finir avec une citation de saint Thomas d'Aquin, qui au XIIIe siècle a écrit que une cité, elle a plus de dignité si elle a une abondance de choses qui viennent de son terroir, de son territoire, propre, plutôt que si elle les reçoit par les marchands. Avec cela, elle semble aussi être davantage en sécurité parce qu'à cause des événements de la guerre et des difficultés des communications entre les pays, l'importation des vivres et l'arrivée des marchands peut facilement être empêchée. C'est utile aussi pour de bonnes relations au sein de la cité parce qu'une cité a besoin d'une multitude qui a besoin d'une multitude de marchandises, eh bien, elle vient à être
à cause du contact continuel avec les étrangers, corrompus aussi mentalement par ces derniers. Et ainsi, tout devient vénal dans la cité, chacun sert son propre avantage au mépris du bien public, et l'honneur qui récompense la vertu est accordé aux richesses. Il est fatal que dans une telle cité, la vie sociale se corrode. C'est pourquoi il faut qu'une cité parfaite se serve des marchands avec modération et soit autonome. Intéressant ça, c'est même prophétique, saint Thomas au XIIIe siècle. Voilà. Merci, et je vous renvoie rapidement à la lecture de La décroissance, la rançon de la démesure, très riche sur le Covid, les écologistes radicaux qui s'opposent à, à la PMA, à la GPA, qui partagent nos combats pour une vie digne. Et je vous cite également donc, le livre de Vincent Chénet, le rédac-chef de La décroissance, Décroissance ou décadence, livre à l'intérieur duquel il rappelle que la décroissance, c'est pas un truc d'écologiste fou, Gaïa, la terre-mère et tous ces trucs-là, tout le discours matriarcal écologiste. Et au contraire, il définit la décroissance comme le point sur la table du père de famille qui dit stop, il y en a assez. Et il fait pas mal, alors qu'il vient de la gauche, de clin d'œil aux catholiques dans ce livre. Je vous le conseille. Léopold de Corre, l'effondrement des puissances fondamentales. Sur la question de la décroissance, vous avez un, survivre au développement de Serge Latouche, et deux, petit traité de la décroissance sereine. Ça, c'est la base pour comprendre qu'est-ce que le développement, quel type de développement on veut et pourquoi c'est pas un principe neutre. Il faut être capable de critiquer ce développement qu'on nous impose à la télévision, comme la corne d'abondance, le bonheur sur Terre. Ça, c'est question-réponse sur la décroissance. Alors, si vous êtes flemmard, vous lisez pas celui-là et vous commencez par celui-là. La Révolution nationale de Georges Valois, qui a été réédité chez la Nouvelle Librairie, qui est fondamentale et qui rappelle qu'une cité bien organisée, c'est une cité où chaque chose est à sa place. Il a un talent pédagogique remarquable. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de nouveaux idéologues, on a besoin de pédagogues. C'est pour ça que je vous invite à lire La Révolution nationale, ça donnera énormément de clés. Et vous pouvez citer absolument toutes les pages, faire des posters avec toutes les pages, parce que toutes les phrases sont magnifiques. Il y a un talent littéraire aussi important. Libéralisme, socialisme, deux frères ennemis face à la doctrine sociale de l'Église, de Benjamin Guillemin. Voilà, une troisième voie. Et puis, Small is Beautiful, je vous en ai parlé. Small is toujours Beautiful de Joseph Pearce, avec des exemples concrets de relocalisation et une mise à jour de la pensée de Léopold de Corre. José Antonio Primo de Rivera, La réponse de l'Espagne, là aussi qui explique ce que c'est une troisième voie au capitalisme et au socialisme. Ça, c'est incroyable. C'est un poète martyr qui a écrit ces lignes. C'est à lire religieusement. Voilà. J'écoute vos questions. Que penses-tu des grandes surfaces qui, en ce moment, me demande Victor, aident les petits producteurs en revendant leurs marchandises? Je pense que c'est une opération marketing, voilà, évidemment. Et je pense que un supermarché qui ne vit qu'en aidant les petits producteurs à écouler leurs marchandises sans intermédiaire, ça ne s'appelle pas un supermarché, ça s'appelle une coopérative. Mais les supermarchés n'ont aucun intérêt à être remplacés par des coopératives, c'est-à-dire des producteurs associés qui vendent ensemble sur un même lieu leurs produits. C'est pour ça que ce sont, à mon avis, des effets d'annonce, des choses qui permettent de donner une caution morale en temps de crise. Mais bon, ils ne le font pas qu'en temps de crise non plus, c'est vrai. J'ai cité le cas de certains supermarchés bretons. Mais ce n'est pas la logique, c'est pas leur logique et ils ne peuvent pas survivre avec ce modèle-là, sinon ils seront tout à remplacés parce que les paysans finiront par demander mais tiens, on peut faire ça nous-mêmes. Voilà. Bonjour Chiara. Salutations de Toulon, hein. C'est un peu moins sexy que Rome, mais c'est bien aussi. Que parles-tu de l'idée de puissance européenne? Je pense qu'elle est nécessaire parce que face à des États-continents comme les États-Unis, la Chine, l'Inde, il faut être capable de résister. Et donc je ne dis pas que la politique localiste que j'appelle de mes voeux, qui est révolutionnaire, peut être adoptée du jour au lendemain. Donc je pense que voilà, sur le plan économique, sur le plan de la résistance à l'immigration ou au terrorisme ou aux puissances d'argent, oui, évidemment qu'il faut prendre toutes les armes dont nous disposons et les nations européennes doivent s'entraider, ça c'est clair. Je crois que l'Union européenne aujourd'hui est pas compétente pour cela et que ça ne fait pas partie de ses présupposés, de ses bases idéologiques. Oui, en effet, Benoît de Montgrand, il y aura toujours une volonté de puissance de la part de l'homme, un groupe en manger le petit. Et c'est pour ça que je disais en conclusion de ma 10e vidéo qu'il n'y a que l'héroïsme chrétien de la pauvreté qui pourra nous sauver. Je ne crois pas à une société autonome
dépourvu de transcendance. C'est absolument impossible. Après, nous combattons par devoir, nous ne faisons pas de calcul d'apothicaire, comme Jeanne d'Arc. Les hommes d'armes, nous pensons que les hommes d'armes combattent et que Dieu donne la victoire. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Je sais juste qu'il faut combattre dans cette direction. Voilà, je crois que notre camp manque radicalement voilà, d'idéal radical, d'idéal un peu utopique. C'est ça, à mon avis, qui met en mouvement les militants sur le terrain. On a besoin cruellement de ça. Parce que le pragmatisme, en fait, n'a pas fonctionné. L'adaptation au monde tel qu'il est n'a pas fonctionné. On a échoué, donc il faut essayer autre chose. Il faut essayer de se battre pour ces sociétés plus petites. Et même si on n'arrive pas à faire advenir une France plus petite, au moins on aura reconsolidé nos familles, on aura réarmé nos familles, nos quartiers, nos villes, nos réseaux d'amis sur le plan culturel, identitaire, spirituel, matériel par le biais de l'entraide. Et donc on aura au moins jeté les bases d'une nouvelle chrétienté. Voilà, je crois que notre victoire sera vue par nos arrière petits-enfants. Est-ce qu'on ne sera pas condamné, me demande Victor, à passer à la décroissance lorsqu'il sera déjà trop tard? Oui, c'est ma crainte, oui, en effet. Je crois que la croissance est tellement, et notre mode de vie est tellement courant pour les peuples actuellement, surtout en Europe et en Occident de manière générale, que l'effondrement, que la décroissance se fera avec l'effondrement. En tout cas, la décroissance se fera malheureusement au bord du tombeau, voire après peut-être être tombé et être ressorti du tombeau. Alors, en fait, on combat à la fois, pour moi, c'est le sens de notre combat, pour préparer le monde qui vient, que ce soit quand on arrive au pouvoir ou que ce soit quand on sera déjà au milieu des ruines, quand l'effondrement aura déjà lieu. C'est finalement le même combat. Voilà, c'est un petit peu comme lorsqu'on dit avec Sainte Thérèse, prier comme si l'action était inutile et agir comme si la prière ne parvenait à aucune oreille divine. Penses-tu qu'à l'échelon local, Micron puisse faire tomber les structures de l'échelle nationale et internationale, me demande Pierre, qui sont nocives et que l'on rejette? Ou bien faut-il encore jouer le jeu d'élection macro où se situe le champ de bataille le plus opérant selon toi? Je ne crois pas trop aux élections nationales. Je ne crois pas trop aux élections européennes. Mais voilà, après, quand je vois des gens comme Hervé Juvin qui font un constat, voilà, à mon avis, très important sur le localisme et qui diffuse bien l'idée selon laquelle le localisme est à la jonction de nombreuses préoccupations variées, sécurité alimentaire, écologie économique. Quand je vois que ces gens-là agissent sur le champ national et continental, j'aurais tendance humblement à leur faire confiance et à me dire que peut-être tout n'est pas perdu à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, pour moi, à l'échelon national ou européen, il ne sert que de vitrine, de moyen de relais à l'action locale. C'est quoi l'intérêt, par exemple, d'un candidat à rejoindre un parti avant de se présenter à une élection? Pourquoi parfois certains candidats qui sont élus indépendamment sous aucune étiquette à une mairie rentrent ensuite dans un parti pour recevoir des fonds, pour recevoir une publicité, pour recevoir des talents, des ressources. C'est ça l'intérêt. Donc pour moi, l'échelon macro n'est qu'un un moyen de relais, un moyen de dynamiser, mais c'est pas l'échelon le plus pertinent. Voilà. Pour moi, l'échelon le plus pertinent, c'est l'échelon local. Mais là, justement, là, quand je parle ainsi, en fait, je parle de manière macro. Je prends tout en compte. Et donc, il ne faut pas oublier que puisque l'échelon national est un relais, il faut aussi des gens qui s'y investissent. À chacun selon sa vocation, ce que l'on aime faire, et puis ce que l'on est prêt aussi à avaler comme couleuvre, ce que l'on est prêt comme vérité à réprimer tout au fond de sa gorge. Ça, c'est à chacun de s'examiner. Je vous invite à regarder l'exemple de la population portoricaine de l'île de Porto Rico qui dépend institutionnellement des États-Unis d'Amérique et qui, depuis une série d'ouragans, de catastrophes naturelles, est en train de vivre une colonisation financière accélérée de la part des puissances d'argent, notamment sous la présidence de Trump. Et c'est intéressant parce que les écologistes portoricains disent nous, on pratique le localisme partout et notre mot d'ordre, c'est la souveraineté. Ils disent on est souverainiste.
En fait, c'est la gauche écologiste locale qui dit on est souverainiste. Et on est même souverainiste en termes d'énergie parce qu'on développe nos propres énergies locales. Eux, ils plaident même pour un réseau décentralisé d'énergie. Ils sont en train de le mettre en place. Alors, c'est un système un peu de survie, mais la question du localisme peut aller en fait très loin. Et c'est justement à l'échelon local, pour prendre un autre sujet, que la démocratie peut être utilisée comme un outil pertinent. Mais certainement pas au niveau national parce que la démocratie n'a pas seulement comme défaut, à mon sens, de, de faire élire des incompétents ou des gens pervers, mais a aussi pour conséquence de diffuser dans l'esprit des gens une idée nocive et empoisonnée qui consiste à dire que la vie de tout le monde doit être écoutée et que finalement le mode de vie de tout le monde doit être supporté et toléré. C'est ça en fait la conséquence anthropologique de la démocratie. C'est qu'on tolère n'importe quelle connerie, excès de ses voisins, des gens dans la rue, etc. C'est quelque chose qui anesthésie complètement la volonté. C'est pour cela que je dis que l'idéologie du suffrage universel est un poison. Et c'est pour moi c'est pour ça que pour moi, la consultation du peuple, c'est d'abord un outil technique et rien d'autre. Et qui doit être mis en œuvre de manière opportune par un État autoritaire qui ne se laisse pas dicter la conduite par qui que ce soit. Voilà, écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions, donc je vous remercie. Toutes ces questions, merci à Octorum d'abord de nous donner la parole. Euh, et voilà, je tenais à dire que toutes ces questions sont développées dans le bréviaire. Malheureusement, je n'ai pas d'exemple là sous la main. Bréviaire pour une génération dans l'orage d'Academia Christiana. Euh, et toutes ces problématiques sont développées au cours de nos universités d'été, donc la 3e semaine du mois d'août. J'espère qu'elle se tiendra cette année. Qu'est-ce que le peuple français a fait de si mal pour qu'on lui souhaite un État autoritaire? Bah, le peuple français, comme tous les peuples, est composé d'enfants. Et puis c'est beau un enfant, ça a une certaine vitalité et ça a besoin d'être guidé. Voilà. Et je suis moi-même bien incapable je sais pas, d'aborder des questions ultra techniques pour diriger mon pays. Et je serais content d'avoir un chef d'État qui se comporte comme un père de famille, c'est-à-dire quelqu'un qui à la fois me protège, mais qui me laisse faire des bêtises pour grandir. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'un État autoritaire peut en effet défendre les libertés sans succomber au libéralisme et défendre la communauté sans succomber au collectivisme. C'est une question très vaste. Et je crois qu'il n'y a que des États autoritaires dans l'histoire. Le suffrage universel n'a jamais été appliqué, même encore aujourd'hui. Il n'est même pas vécu par les gens, puisqu'un Français sur 2 ne vote pas. Donc, en fait, là, si je ne suis pas, entre guillemets, démocrate, c'est parce que la démocratie n'existe pas et n'a jamais existé, et je ne crois pas au Père Noël. Merci, à bientôt.